Après 4 décennies de travail dans l'industrie pharmaceutique, dans 35 années en Amérique latine, Jean-Louis Daudet s'est lancé dans la littérature avec un titre inquiétant d'un essai, « Croyez ou vous êtes mort » aux éditions Baudelaire. Et bien évidemment, nous l'avons invité sur le plateau de TV Liberté. Bonjour Jean-Louis Daudet. Bonjour Martial. Vous êtes par ailleurs père de 9 enfants. Est-ce que cet intérêt pour la littérature et finalement la politique est récent ? Alors, c'est encore plus un intérêt pour la politique que pour la littérature. La littérature est une chose qui me fascine, mais la politique encore davantage. Et ça vient, je vais dire, d'un atavisme familial. Mon père était le fils de Léon Daudet, donc il avait baigné dans l'action française assez vite, et même immédiatement. Et puis moi-même, j'ai été baigné dans cette atmosphère, les souvenirs, la vérité. Donc pratiquement depuis que je suis né, la politique m'a toujours approché. Voilà, Léon Daudet, un grand nom évidemment à redécouvrir et un polémiste de grand talent. Dans votre analyse, vous faites un premier constat. Nous vivons une régression religieuse, vous dites, qui touche en particulier la chrétienté en Europe, en Occident. Et cette situation, et c'est ça qui est intéressant, parce que le constat, bon, d'autres le font, mais vous dites, ben voilà, cette situation a créé un vide et ça a permis l'éclosion, le développement de nouvelles religions. Et la première religion, elle porte par exemple sur l'origine anthropologique du réchauffement climatique. Une religion. Alors c'est quelque chose auquel il faut croire et de plus en plus c'est souligné, c'est rappelé, c'est multiplié. On vous donne les solutions, on vous dit qu'il faut passer à la voiture électrique, on vous fait des tas de leçons, on vous empoisonne la vie. Et si vous n'y croyez pas, on vous dit que vous allez donc bientôt mourir parce que vous serez submergé par la montée de la mer, vous verrez les glaciers qui tomberont, vous verrez le pôle sud qui va fondre, le pôle nord ça a déjà commencé, etc. Alors, ce qui est ennuyeux avec ça, c'est que peut-être le réchauffement climatique n'est pas un mythe, et probablement pas d'ailleurs, mais ce qui est, à mon sens, un mythe, c'est de dire que l'homme est responsable de ce réchauffement climatique. Et l'homme, on l'accuse. Et cette religion nouvelle, c'est une religion où l'homme est mis en accusation. Il a tort, il pollue, il est méchant, et ça provoque donc chez l'homme un sentiment de culpabilité épouvantable qui le met à la merci de ceux qui veulent lui donner les solutions toutes faites. Et ces solutions, vous les connaissez, c'est le recours à l'énergie propre. On nous bourre de cellules photovoltaïques, de champs comment on appelle ça, les éoliennes. Voilà, les éoliennes. Sans tenir compte du tout du fait que ces éoliennes, avec leurs infrasons, sont toxiques pour l'homme, provoquent des effets secondaires réels. L'infrason n'est pas bon, et sur l'homme et sur l'animal d'ailleurs. Et donc tout cela nous conduit à des absurdités. La France se recouvre, perd son sens, se recouvre donc d'éoliennes et de cellules photovoltaïques, jusqu'au, vous vous souvenez sans doute, les écologistes qui, dans la région des Landes, avaient voulu raser une forêt de pins pour y mettre des cellules photovoltaïques. On en arrive à ces absurdités-là. Donc, voilà ce à quoi nous conduit cette nouvelle religion de l'homme coupable. Je reste sur le réchauffement climatique, parce que vous évoquez aussi longuement, et par ailleurs, la crise sanitaire, mais sur ce réchauffement climatique, vous dites d'ailleurs que au terme de dérèglement climatique, qui suppose que quelqu'un ait fait le règlement, vous préférez la notion, le terme évolution du climat terrestre. Et on s'aperçoit que cette évolution, elle est complexe. Oui, le climat a beaucoup changé au cours des âges. Si on remonte à partir de ce que l'on connaît à peu près correctement, si on remonte à l'an 1000 ou au XIe siècle, on trouve une influence déjà de ce climat chaud qu'ont eu les Vikings quand ils ont trouvé ce qu'ils ont appelé la terre verte, the Greenland, le Groenland. Et donc ce Groenland fut vert. On avait à l'époque l'Angleterre avec des vignes. Et désormais, vous savez que le climat s'étant refroidi, les vignes ne dépassent pas le parallèle de Beauvais. Et donc ce climat variant, on n'en a plus conscience parce qu'on oublie énormément les choses du passé, on oublie l'histoire, on est
plus forcément aptes à comprendre l'histoire, dans des tas de domaines d'ailleurs. Et donc c'est quelque chose qui est nié. Et donc ça se réchauffe depuis finalement assez peu de temps, XXe siècle, à cause de quoi? Et c'est là où je vais pouvoir développer non pas quelque chose qui vient de moi, quelque chose qui vient d'un scientifique qui s'est fait connaître, qui est un homme, semble-t-il, absolument remarquable, qui travaille avec d'autres grands scientifiques et qui nous donne une solution qui peut tout à fait aussi expliquer pourquoi le climat se réchauffe et pourquoi le climat varie. En fonction donc des variations, et si vous voulez on peut y venir tout de suite, en fonction des variations des taches solaires qui ont lieu, qui se produisent tous les 11 ans en moyenne. Et donc le phénomène est assez complexe, puisque ces taches solaires manifestent un développement très important du magnétisme solaire, qui peut aboutir sur des tempêtes solaires. Ces tempêtes solaires projettent on va dire des protons, enfin des ondes électromagnétiques extrêmement puissantes, qui vont bloquer ce que nous recevons en permanence sur la Terre, c'est-à-dire du rayonnement cosmique. Alors c'est pas une vue de l'esprit du tout, le rayonnement cosmique, et plus ça va d'ailleurs, plus on découvre que les étoiles lointaines finissent toujours petit à petit par exploser, et nous en avons eu des exemples récents, quand c'était il y a une trentaine d'années, on a vu effectivement une supernova observée par les astronomes. Ces supernovae, quand elles explosent, elles projettent tout autour d'elles une énorme explosion, mais aussi un rayonnement électromagnétique extrêmement puissant qui se retrouve dans ce que l'on appelle les rayons cosmiques. Ces rayons cosmiques sont extrêmement toxiques pour l'homme d'ailleurs. Il suffit de voir dans quelle tenue se trouvent les astronautes, quelle protection on met autour de leurs satellites. Et ces rayons cosmiques ont comme conséquence de provoquer des nuages à la surface de la Terre. Plus il y a de rayons cosmiques, plus les nuages sont importants. Or, le rayonnement solaire fait que les rayons cosmiques sont bloqués, peu ou prou. Et donc en ce moment, nous avons énormément de taches solaires. C'est notable. Ces taches solaires devraient s'arrêter autour de 2024-2025. Nous passerons dans un cycle solaire suivant. Et donc les taches solaires vont diminuer, les rayons cosmiques vont augmenter, les nuages devraient augmenter aussi, et donc la température se refroidir. À chaque fois que vous regardez de près ces notions climatiques ou sanitaires, vous aboutissez à une conclusion, une première conclusion d'ailleurs. Globalement, s'établit une autre religion qui est celle de la terreur dans laquelle on enferme l'ensemble des populations du monde entier. Alors, ça c'est un fait. C'est la religion de la terreur. Quand vous voulez dominer, et c'est Machiavel qui l'a dit, et je mets en exergue du bouquin, si on veut dominer un peuple, il faut qu'il ait peur. Et pour nous faire peur, et vous avez pu voir d'ailleurs une petite incidente sur l'aspect de la pandémie, nous avons tous eu très peur, car nous avons tous eu à la télévision le nombre de morts quotidiens pendant des mois. Il y avait un monsieur qui venait nous dire tous les soirs, voilà, il y a tant de morts. Et donc nous étions convaincus que nous allions mourir. Ou plutôt que nous risquions la mort. Et cette terreur... Vous allez tous mourir si vous n'obéissez pas. Si on n'obéissait pas. Et il fallait donc prendre la solution qui était recommandée, c'est-à-dire le vaccin. Il fallait croire. Et donc, comme il fallait croire, parce que si on ne croyait pas, on allait tous mourir, effectivement, ça a été une façon d'utiliser un fait pour nous angoisser et nous contraindre d'une certaine façon. Et c'est la même chose pour le climat. Si on ne croit pas, on va tous mourir. Mais le climat, ça a plus touché, c'est intéressant, les jeunes, parce que c'est pas immédiat. La Terre se réchauffe, et dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, nous aurons un niveau d'océan qui va être absolument démentiel. On a prévu, enfin certains ont prévu, des augmentations du niveau de la mer de 6 mètres, ce qui est complètement délirant.
Mais ça fait peur à nos enfants et à nos petits-enfants. Et puis comme Qui nous en tiennent responsables. Et qui nous en tiennent responsables, bien sûr. Parce que vous n'avez pas cru, vous avez fait n'importe quoi. Vous êtes méchant, vous êtes mauvais. Et ça, c'est extraordinaire aussi. C'est une façon de couper les relations entre les générations. Et donc couper aussi tout ce que nous avons eu à cœur d'enseigner à nos enfants, parce que nous l'avions reçu. Mais désormais, les choses se coupent et se scindent, et il y a une certaine révolte contre les parents de la part des enfants, ou contre les grands-parents de la part des enfants. Alors, dans tout ce processus dont l'action vise à imposer ce que vous appelez des nouvelles religions, des nouvelles croyances, et à donc susciter des effets de sidération des populations, vous faites la liste de plusieurs acteurs méconnus, mais vous dites influents. J'en cite quelques-uns, le groupe Bilderberg, la commission trilatérale, le forum de Davos, ou encore l'Open Society Foundation. On parle souvent de tout cela à TV Liberté, ça nécessite peut-être d'ailleurs de le réexpliquer. Et ma question, un peu candide, c'est est-ce qu'on ne prête pas à ces cénacles plus de pouvoir qu'ils n'en ont dans la réalité ? Il suffit de voir qu'est-ce qui les alimente, qui y a-t-il derrière ? Derrière le forum de Davos, vous avez énormément d'acteurs qui participent aux autres choses, mais ils sont extraordinairement riches. Le forum de Davos, c'est un truc qui fonctionne. D'abord, ça se passe en Suisse, ça réunit tous les hommes les plus influents de la Terre en matière d'économie et de politique, et ça dicte à ces gens-là, ou ceux qui ne seraient pas encore convaincus, ça dicte ce qu'il faut faire pour l'année suivante. Mais quant au Bilderberg, le Bilderberg est une chose qui a été créée par Rockefeller après la fin de la guerre, quand il s'était rendu compte que la guerre c'était très mauvais pour les affaires. Et il fallait donc reprendre le dessus et remettre l'entreprise au cœur de la politique. L'entreprise étant, et le profit de l'entreprise étant ce qui devait dominer. La politique et le citoyen n'avait pas beaucoup d'importance. L'important, c'est l'économie et l'argent. Donc, toutes ces entreprises ont été créées pour enrichir un certain nombre de personnes qui prennent petit à petit le pouvoir. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Alors, il y a la mondialisation de l'économie, on en arrive maintenant à la mondialisation de la politique, et vous avez un certain nombre de personnes qui font la loi. J'en cite effectivement quelques-unes. Vous avez la fondation Bill et Melinda Gates, par exemple, avec un type qui a des centaines de milliards de dollars à sa disposition, et ces gens-là provoquent, alors dans le domaine de la santé où Bill Gates travaille, il fait effectivement faire des études en Afrique ou en Inde sur des vaccins, sans beaucoup de précautions. On fait signer avec une croix, souvent, parce que les gens ne savent ni lire ni écrire, une reconnaissance un dégagement de la responsabilité de l'entreprise, et comme ça on peut expérimenter son truc. Mais c'est pas toujours très franc du collier. Alors après... Je vous dis ça, Jean-Louis Daudet, parce que vous ne répondez pas à ma question. Une nouvelle fois candide, mais c'est parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent, écoutez, voilà, on donne des recommandations, ce sont des réflexions, des brainstorming en anglais, des réflexions, mais il n'y a pas, on ne dicte pas la loi, comme vous le dites. Est-ce que vous dites au contraire, non, eux, ils sont en amont et ils dictent le chemin à la loi. Et quand M. Macron va à Davos, il va y chercher des consignes plutôt que des informations. C'est ça ma question. Il a d'ailleurs été nommé, Macron, Young Global Leader, il y a quelques années de cela. Il n'était pas du tout encore ministre, d'ailleurs. Mais donc, il était prévu qu'il devienne quelqu'un d'important politiquement parlant. Donc, on prend les gens, on les cadre, on les forme, et on les lance en politique. Et ça existe cela depuis longtemps. Le Bilderberg, au sortir de la guerre, s'est complété avec la trilatérale. On a fait venir un prof de Philadelphie qui s'appelait Brzezinski, parce qu'il avait des théories qui étaient intéressantes pour M. Rockefeller et ses associés du Bilderberg. Et on a dit, OK, on va former, on avait fait Europe-États-Unis ou Europe-Amérique du Nord avec le Bilderberg, on va associer une troisième composante qui va être l'Asie, et donc ça va être trilatéral. Trilatéral, d'ailleurs, c'est pas forcément un mythe, puisque ça représente aussi les frères Trois Points, une forme de franc-maçonnerie. Donc là aussi, derrière tout cela, il y a beaucoup de franc-maçonnerie, ça
correspond d'ailleurs à la démoralisation ou amoralisation alpha privatif de la morale, donc la disparition d'une certaine morale catholique ou chrétienne, héritée du passé, pour la remplacer par autre chose, qui est celle qu'on nous impose. Et vous avez pu remarquer d'ailleurs, c'est tout à fait étonnant, que celle qu'on nous impose désormais, on prend les valeurs, on les transforme en vices, et on prend les vices passés, on les transforme en valeurs nouvelles. Donc cette inversion complète des valeurs représente très clairement, à mon avis, un résultat d'une idéologie franc-maçonne. Vous faites un long arrêt aussi sur l'OTAN, avec ce rappel dès que le début de la guerre froide, l'OTAN s'est alliée avec la CIA pour mettre en place dans presque tous les pays d'Europe occidentale des réseaux clandestins. En Europe, le plus connu étant le réseau italien Glaudio. Pourquoi ce rappel dans cet ouvrage à ce moment-là? Parce que ça tombe bien à l'époque où, quand j'ai écrit ce bouquin, il n'y avait pas encore ce drame entre la Russie et l'Ukraine, mais il y avait déjà pas mal de choses qui se préparaient. Et il m'avait paru intéressant de voir l'influence américaine que pouvait avoir sur l'intégralité des pays d'Europe, ou pratiquement l'OTAN. L'OTAN qui théoriquement n'a plus lieu d'être, puisque le bloc soviétique a disparu, mais qui s'est maintenu quand même, qui fut en état, comme le disait Macron il y a 2-3 ans, de mort cérébrale, et puis qui a repris du poil de la bête de façon extraordinaire grâce à quelque chose qui a été provoqué volontairement, je le pense sincèrement, parce qu'on ne met pas des fusées ou on ne met pas des armes extrêmement puissantes à la frontière d'un pays comme la Russie sans que celle-ci réagisse. Et j'ai toujours posé la question, que serait-il passé si les Russes avaient mis des forces armées à la frontière mexicaine? Bon, mais il y a toujours 2 poids 2 mesures. Nous avons, fait le Kosovo, nous avons sorti une province serbe de la Serbie, une province qui était là depuis de son histoire serbe, et personne ne nous a empêchés de le faire. Nous l'avons fait de notre propre chef, personne ne nous a rien dit, personne ne s'est manifesté pour dire c'est honteux, mais nous avons séparé cette province serbe du pays, et nous l'avons rendue indépendante. Et à l'époque, Poutine nous avait dit, souvenez-vous, vous faites une très grave erreur. Et il ne pensait pas simplement à l'Ukraine, il pensait aussi à certains de nos départements. Nous avons chez nous la Seine-Saint-Denis, le 9-3 comme l'on dit, et on a bien vu tous les risques que nous avons avec ce 9-3 explosif. Sécessionniste. Sur la question du climat, je reviens sur cette question du climat qui est importante dans l'ouvrage. Vous dites que les théories s'opposent sur la culpabilité de l'homme dans ce qu'on appelle le réchauffement de la planète, et que les théories s'opposent et qu'il y a des points de vue divergents. Et pour étayer le point de vue des, je ne sais pas comment on les appelle, les réchauffagistes, je ne sais pas comment on les appelle, vous mentionnez un certain nombre d'agents, d'influences qui ont un intérêt parfois sonnant et trébuchant, vous dites-vous, un pactole juteux, à une forme de parti pris. Et là, vous citez les cabinets et agences de conseil et on voit apparaître McKinsey, toujours et encore. Bien sûr. Et il n'est pas le seul. Mais McKinsey est certainement un des plus importants. Dès qu'il y a eu les tout premiers groupes de pression, McKinsey a été intéressé et ils sont rentrés dans le fromage. Et ce sont les rats qui boulottent le fromage, ils sont très heureux de cela, ils gagnent énormément d'argent. Ils procèdent avec d'ailleurs des systèmes extrêmement habiles. Au démarrage, de temps en temps, ils vous le font gratuit. Et donc, vous leur en êtes reconnaissant et vous en parlez à d'autres. Et donc, la fois suivante, ils vont vous facturer. Et ils factureront également aux amis à qui vous les avez recommandés. Ils gagnent des sommes folles et comme on le sait, ils ne les déclarent pas en France. Ils les déclarent dans le Delaware, où il n'y a pratiquement pas d'impôts. Donc, ce sont des gens qui sont toxiques, extrêmement mal intentionnés au plan des idées, qui sont justement les tenants et les aboutissants qui ont été gagnés par ces idées. Ils sont les tenants et les aboutissants de cette idéologie de la culpabilité et de la civilisation de la mort. Et le résultat, c'est qu'on les retrouve à peu près partout, dans toutes ces idéologies-là, et en particulier cette idéologie climatique, où ils conseillent les politiques et ils les poussent
à toutes les folies qu'ils font actuellement. Quand on voit les conclusions de Croyez ou vous êtes mort, en gros, en France, on est dans une démocratie défaillante. Le terme que vous évoquez. On utilise des leviers pour faire peur à nos compatriotes et pour les préparer à une forme de contrôle social. Demain, ça sera le passeport climatique, etc. Il y a des organismes qui participent à ce mouvement, qui trouvent à la fois un intérêt politique et un intérêt financier. Je crois bien traduire le sens de votre ouvrage. Ça s'appelle une forme de complot. Ah ben, vous savez, c'est le terme utilisé pour nuire à celui qui dit tout à vos fait. vérités. Alors, il y a, oui, et je le dénonce, il y a un complot. Et je me revendique comme complotiste. Mais haut et fort. Parce qu'il y a effectivement un complot mondial des tenants du mondialisme, de l'économie souveraine. Nous avons perdu notre capacité à fabriquer des choses, nous les faisons fabriquer ailleurs, nous les achetons, nous sommes donc totalement déficitaires. Regardez notre balance commerciale, regardez notre dette, pratiquement 3 000 milliards de dollars, c'est hallucinant. Nous sommes en train de crever sur le plan économique, mais nous allons crever aussi sur le plan politique, car l'idéologie de cette mondialisation, c'est supprimons les frontières, supprimons les États, faisons un gigantesque marché mondial dans lequel domineront les plus riches qui gouverneront et les plus pauvres seront employés ou bien à consommateurs ou bien à fabriquer pour pas cher des choses peut-être même de mauvaise qualité, c'est pas grave. Donc vous voyez, c'est vraiment le bouquin d'Aldous Huxley qui est sur le point de se réaliser avec les alphas d'un côté et les epsilons de l'autre qui sont les bons à rien. Et c'est ça le complot qui, je crois, est en train... Puis de plus en plus, on le voit. La civilisation actuelle, sans histoire, sans littérature, avec uniquement des principes économiques mis en avant, est celle d'une disparition des pays, des patries, des valeurs d'une façon générale. Toutes ces valeurs qu'on nous a apprises, et en particulier la première d'entre elles, toutes les religions. La religion devient, c'est plus du tout l'opium du peuple. C'est quelque chose qu'il faut bannir parce que ça maintient encore une forme de colonne vertébrale chez les gens. C'est très dangereux, donc ça ne permet pas de les contraindre à ce point. Et ma dernière question, elle est toute simple, il nous reste 1 minute. Est-ce qu'on peut faire disparaître l'esprit français? Est-ce que oui, on peut y arriver? Écoutez, je pense que non. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé avec l'apparition brutale, extraordinaire d'Éric Zemmour. Éric Zemmour est un monsieur qui n'était pas très connu, sauf bien sûr dans un certain cercle, mais en tant que tel, non. Et d'un seul coup, on a vu Éric Zemmour être suivi par des milliers, des dizaines de milliers de jeunes. Et donc je crois beaucoup à une réaction d'une jeunesse intelligente et bien formée, et qui réfléchit. Celle qui ne réfléchit pas, effectivement, elle disparaîtra, elle sera laminée, elle rentrera dans le système. Mais celles qui résistent, eh bien, ce seront, je pense, demain, les prochains héros et les vrais Français. Voilà. Merci beaucoup Jean-Louis Daudet. Je rappelle le titre de votre ouvrage aux éditions Baudelaire, Croyez ou vous êtes mort. Merci beaucoup. Merci à vous.